Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une vidéo d'introduction à la trentaine de vidéos qui va arriver dans les jours à venir. Combien? En effet, j'ai constaté que beaucoup de personnes sur TikTok surtout, mais ailleurs aussi, pensent que le mégalodon est encore vivant et sont tellement convaincus d'avoir raison qu'ils défendent bec et ongle cette hypothèse. Les arguments utilisés sont souvent les mêmes et des poop-talkers et poop-pubers n'hésitent pas à jouer sur la crédulité des viewers pour se faire de la tunasse en répandant mensonges, fake news et arguments faiblards. Alors, il est temps que je réagisse. Chacune de mes vidéos sera un démoncage d'un seul argument. Le ton employé peut être condescendant et moqueur, mais dites-vous bien que c'est un rôle, c'est histoire de pimenter un petit peu plus les vidéos. Alors ne le prenez pas mal pour vous. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de croire ce que vous voulez tant que vous ne proclamez pas que c'est la vérité absolue. Si j'ai l'air de lire un texte, c'est parfaitement le cas, vu la dose d'informations que les vidéos contiennent. Et j'ai pas envie de me tromper sur les mots, etc. Donc ne m'en tenez pas rigueur sur ce point. Le but de mes vidéos étant de réfuter les arguments, déjà, et de vous apprendre à aller plus loin que ce qu'on vous dit, plus loin que la petite phrase que vous sortez à chaque fois. J'espère en tout cas que ça vous plaira et que vous apprendrez des choses. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Le mégalodon, il se cache peut-être dans les abysses, qui sait? Se cacher, par définition, démontre une volonté de l'individu de ne pas se montrer. Le mégalodon. Ne pas se montrer à qui? À nous? Les humains? Ce super prédateur au sommet des chaînes alimentaires des océans aurait peur d'un primate terrestre. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce n'est pas crédible comme argument? Les autres espèces marines, qu'elles soient petites ou grandes, se foutent royalement de notre présence. Et si elles ont peur de nous, elles vont fuir sur l'instant, mais elles vont pas pour autant aller se cacher dans les abysses. Le requin blanc se fait massacrer, les baleines aussi, et pourtant, ces espèces sont toujours là. Dire que le mégalodon se cache de nous, c'est copier l'attitude, les pensées et les sentiments qu'aurait un être humain sur un autre animal. Ça s'appelle de l'anthropomorphisme. Et surtout, ça ne fournit pas la preuve que le mégalodon existe toujours. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet argument comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. On a découvert que 5%. Ah non, c'est 7%. Mais non, pas du tout, c'est 10%. Mais non, c'est 11%, 15%, 20%, je vous dis. Ça suffit! On disait donc. On a découvert que X% des océans. Il reste des zones à explorer, donc des créatures à découvrir. C'est sûr, le mégalodon, il existe, hein. Cet argument me dérange. Je vais avoir ce téléberlu. Non, non pas parce que j'arrive pas à le contredire, c'est juste que c'est plus dans le domaine de la science, on est dans le domaine de la croyance. Le doigt est mis sur une lacune dans les connaissances actuelles et cette lacune est comblée par un fantasme, que j'ai du mal à comprendre, mais pourquoi pas. Le mégalodon est un gros animal qui a côtoyé énormément les mers et océans de milieux tempérés chauds à tropicaux, fréquentant les côtes, la surface de milieux peu profonds. Environnements qu'on connaît très bien, qui sont compris dans les X% explorés. Et de toute façon, faut pas se leurrer, même si 100% des océans étaient explorés, les personnes qui vous sortent cet argument diront toujours « Ah mais pendant qu'on explorait un Atlantique, il était caché en Pacifique, hein. » Ouais, on n'en sortira jamais de cet argument. Et sous prétexte qu'on n'a pas tout exploré des océans, je peux donc dire « Ah il y a des T-Rex en tenue de plongée ou avec des branchies dans les océans. Je peux croire ce que je veux après tout, mais ce n'est pas pour autant que je peux clamer ma croyance, mon fantasme, comme la vérité absolue. Malheureusement, ceci n'est pas un argument valable. Et surtout, ça ne prouve pas que le mégalodon est toujours vivant. Ce serait même le contraire, vu que les zones explorées correspondent aux zones de vie du mégalodon. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet argument comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Et il y en a beaucoup qui le pensent, alors bon courage. On pensait le sélacanthe disparu et pourtant on en a retrouvé vivant, hein. Le premier fossile de sélacanthe décrit, c'était par Luis Agassiz en 1832. Le premier spécimen pêché, c'était en 1938, plus de 100 ans après sa description. Parmi les fossiles de sélacanthe, le plus récent date de 70 millions d'années et est classé dans le genre Macropoma. Sauf qu'entre 70 millions d'années et aujourd'hui, il n'y a aucun fossile de sélacanthe. Il est l'exemple typique de ce qu'on appelle un taxon Lazare, c'est-à-dire un groupe qu'on croyait disparu mais dont on retrouve des représentants après une période de non-présence dans les archives fossiles. Sauf que là, c'est pour un cas particulier, non applicable pour le mégalodon. Les sélacanthes actuels sont représentés par 2 ou 3 espèces vivant dans l'océan Indien entre 100 et 400 mètres de profondeur, se dissimulant dans les grottes sous-marines, d'où les difficultés pour en rencontrer. Les fossiles de sélacanthe sont comptés à plus d'une centaine d'espèces, dont on retrouve les fossiles dans presque tous les continents, dans des roches traduisant des milieux marins voire d'eau douce. C'était un groupe extrêmement diversifié dans le passé. Sélacanthe, donc en somme, désigne un groupe, un ensemble d'espèces très différentes les unes des autres.
En dehors des 2-3 espèces actuelles, toutes les autres ont disparu. Le mégalodon ne désigne pas un groupe, mais une seule espèce. L'échelle n'est pas la même. À la même échelle, ça reviendrait à dire que les requins n'ont pas disparu, ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire que les requins fossiles, dont le mégalodon, sont encore vivants. Tout comme ça ne signifie pas que tous les sélacantes éteints sont encore vivants. L'avenir de chaque espèce est de disparaître un jour. Et dire que le sélacanthe a survécu ne fait pas de ce cas particulier une généralité pour toutes les espèces. Et surtout, ça ne fournit pas la preuve comme quoi le mégalodon existe toujours. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet argument comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Eh, il y a des grottes sous-marines dans les océans, peut-être que le mégalodon il vit dedans, on sait pas, hein. Simplement non. Une grotte, c'est très petit, hein. Alors un requin géant vivre dedans, impossible, encore moins pour sa population. D'autant plus que le mégalodon, il est un peu comme le grand blanc, il vit dans presque tous les océans. Le grand requin blanc actuel migre d'un océan à un autre. C'est pour cette raison principalement qu'aucun grand blanc ne peut survivre très longtemps en aquarium. Il a besoin d'espace. Et pourtant, on a essayé plusieurs fois. Le maximum qu'on ait eu, c'est 6 mois. Alors un requin encore plus grand se retrouvait très confiné, N'est-ce pas? C'est non. inenvisageable biologiquement pour cette espèce, encore moins pour sa population. Inenvisageable pour nous lors de la crise sanitaire. Alors imaginez pour un requin qui a besoin de voyager tout le temps. Mais surtout, ça ne fournit pas la preuve que le mégalodon est toujours vivant. Le mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet argument comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Ah, il n'y a pas de mégalodon pour l'instant, mais attention, hein, ceux qui sont congelés, ils vont revenir à la vie avec le réchauffement climatique. Je vous jure que c'est un argument que je vois de plus en plus souvent dans les commentaires TikTok. Alors, déjà, j'aimerais dire qu'il y en a qui regardent un petit peu trop l'âge de glace, mais passons. Alors, pour être congelé, déjà, il faut fréquenter les eaux froides, ce qui n'est pas le cas du mégalodon. Il fréquentait plutôt les environnements chauds. Ensuite, décongeler un truc congelé ne fait pas que l'animal reviendra à la vie. Si vous essayez avec des poissons dans votre congélateur, ça ne marchera pas. Sans rire, ne le faites pas, hein, d'accord? Pensez au poisson, il a une vie, etc. Ne le faites pas, d'accord? Vous regardez les mammouths laineux en Sibérie, c'est pareil, ils sont congelés, et ils se décongèlent, c'est pas pour autant qu'ils reviennent à la vie. Être congelé, c'est être mort. Si certaines rares espèces peuvent se décongeler, elles ont d'abord un métabolisme très ralenti qui reprend son rythme normal, c'est notamment grâce à des enzymes spéciales et des millions d'années d'évolution. Et ça, il n'y a que très peu d'espèces actuelles qui l'ont. Et même, elles ne pourraient pas durer indéfiniment dans cet état. Elles finiraient par mourir au bout d'un moment. Alors au bout de quelques millions d'années, non. Et a priori, aucun requin n'a cette caractéristique-là. Donc le mégalodon ne reviendra jamais à la vie en décongelant. On n'a donc aucune preuve que le mégalodon est encore vivant. Partagez cette vidéo à qui présentera cet argument comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Ben, il vit peut-être dans l'océan sous la croûte terrestre, hein, on sait pas ce qui se cache dans cet océan, on vient à peine de le découvrir. Ouh là là, alors j'en avais déjà parlé de ce truc-là, mais attention, il n'y a pas d'océan sous la croûte terrestre. En 2014, Pearson et ses collègues publient un article dans Nature montrant que la ringoudite, minéral composant majoritairement le manteau supérieur de la Terre, contient de l'eau et que la proportion de cette eau contenue dans ces minéraux est supérieure à la proportion d'eau des mers et océans de la surface terrestre. Les articles de vulgarisation scientifique cherchant toujours plus dans sensationnel et plus de putaclic ont mis comme titre « Un océan caché sous notre croûte terrestre ». Alors c'est sûr que si on se contente de lire le titre et qu'on lit pas l'article qu'il y a derrière, on peut y croire. Mais en réalité, il n'y a pas d'océan. Le manteau supérieur de la Terre, ça reste des roches en fusion, portées à très haute température et à très haute pression, où aucune vie n'est possible. Mégalodon ne peut donc pas y vivre, ça semble logique. On n'a donc aucune preuve que le mégalodon est encore vivant. Partagez cette vidéo à qui présentera cet argument comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon, ou clairement à ceux qui pensent qu'il y a un océan sous la croûte terrestre. Et là, il y en a beaucoup aussi, alors bonne chance. Nous sommes le 5 avril 2013, dans la baie Falls, en Afrique du Sud. Un groupe de jeunes adultes prennent un petit bateau afin de pêcher des gros poissons. L'un d'eux prend un énorme poisson qu'il tente de ramener pendant 2 heures. Au bout de ces 2 heures, la nuit est tombée, le câble casse et leur bateau se fait percuter et couler. Les 4 personnes sont portées disparues. Cet incident a été relayé dans les médias et les journaux locaux, pointant une baleine comme responsable. Mais l'enquête menée démontre qu'il s'agissait d'un gros prédateur, d'un mégalodon. Cet extrait ainsi que les documents médiatisés sont tous fake de A à Z et créés pour les besoins d'un docu-fiction de Discovery Channel,
Megalodon, The Monster Shark Lives de 2013. Tout est faux de A à Z dans cette anecdote. J'ai pas besoin d'y revenir plus dessus et d'argumenter plus, désolé. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cette histoire comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Nous sommes à une date inconnue. Au fond de l'océan Pacifique, un robot sous-marin de recherche effectuait des prélèvements, quand la caméra captura une ombre, où on distingue l'aileron pectoral d'un gigantesque requin estimé à 19 mètres de long, un mégalodon. Bon allez, fin du suspense, docu-fiction, Discovery Channel, Mégalodon, The Monster Shark Lives de 2013. C'est donc du fake à 100%. Bon, par contre, sur l'extrait, les coordonnées sont pas vraiment exactes. Il manque soit la mention Pacifique Sud, soit des moins devant les coordonnées. Avec des moins, ça nous donne à 800 km des côtes chiliennes, dans l'océan Pacifique Sud, justement. Avec ces coordonnées, ça nous donne en plein milieu de l'Inde. Donc, quitte à faire du fake, autant le faire bien, quoi, finalement. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet extrait comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Nous sommes le 20 novembre 2012, vers 17 h. Une intervention en pleine mer des gardes-côtes brésiliens s'opère. Sur la caméra, filmant l'intervention, ils n'ont pas réalisé sur le coup que la personne dans l'eau a eu beaucoup de chance. Une gigantesque silhouette de requin passe derrière la personne. Cette silhouette n'est autre qu'une image de synthèse. Non mais je pense que ça se voit quand même. Non? Même sans vous dire d'où cet extrait provient, je sais pas, ça se voit que c'est du fake quand même. On voit même que c'est mal incrusté au niveau du manteau orangé du secouriste où on voit l'incrustation en chrominance qu'a foiré. Donc c'est une vidéo truquée pour les besoins du même docu-fiction dont vous avez l'habitude. Megalodon, The Monster Shark Lives de 2013, Discovery Channel. Megalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet extrait comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. En 2013, une équipe de scientifiques a mis une balise sur l'aileron dorsal d'une femelle grand requin blanc de 3 mètres. Cette balise est capable d'enregistrer plein de données, notamment la profondeur et la température du milieu dans lequel le requin se trouve. Ce dernier a plongé soudainement à 600 mètres de profondeur et la température a augmenté à 26 degrés Celsius. Alors beaucoup disent que mais c'est parce que ce requin a été mangé par un mégalodon, puisque un requin blanc, il peut pas nager à cette profondeur et la température elle est trop élevée. Alors si, un requin blanc peut descendre jusqu'à 1300 mètres de profondeur, donc 600 mètres, ça va, on est dedans, Concernant l'augmentation de la température, le milieu ambiant est censé être de 7 degrés Celsius, donc effectivement il y a un problème. Un requin blanc a une température corporelle allant de 10 à 20 degrés au-dessus de la température du milieu. Si on passe d'un coup de 7 degrés Celsius à 26 degrés Celsius, c'est juste qu'il faut admettre que le requin a été avalé par un requin beaucoup plus grand, un mégalodon. Non, il faut admettre que la balise située à la base de l'aileron dorsal a été avalée par un autre requin blanc, dont la taille est inconnue, 3 mètres ou 6 mètres, on n'en sait rien. Mais à mon avis, le grand requin blanc marqué va peut-être bien, il lui manque peut-être juste un morceau au niveau de l'aileron dorsal, à la limite. Ou alors la balise s'est détachée d'un coup et puis elle a été avalée directement par un requin derrière, on ne sait pas. Mais ça m'étonnerait que le requin ait été avalé en entier. En tout cas, le cannibalisme est très fréquent chez les grands requins blancs, donc on n'a donc aucune preuve que le mégalodon existe toujours. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cette anecdote comme la preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Voici une vidéo d'un mégalodon filmé dans la fosse des Mariannes. Vu la taille, il faisait 21 mètres de long. Alors cette vidéo est 100% vraie. Mais l'erreur vient dans le contexte de la vidéo et l'identification du requin. La vidéo a été enregistrée le 28 août 2006 à 1006 mètres de profondeur au nord-est de Molokai, Hawaï. Elle a été commentée en direct par le professeur d'océanographie de l'université d'Hawaï, Jeffrey Drazen. Oh my god! Même si le genre du requin est donné par Jeff en début de vidéo, on va identifier le requin ensemble, histoire de vous donner un petit peu la méthodologie. Et pour cela, je vous conseille d'acquérir un jour, c'est le guide de la chose sur les requins du monde. Sur cette image, vous pouvez constater le nombre de nageoires dorsales que le requin possède. Une seule. Et il n'y a qu'un seul groupe qui possède cette caractéristique chez les requins actuels, les exanquiformes. Ce groupe contient 2 familles, les Chlamydocélachidae, les requins lézards, où la première paire de fentes branchiales se rejoint sous la gorge, et les exanchidés, les requins vaches,
où la première paire de fentes branchiales ne se rejoint pas sous la gorge. Ici, notre requin a des fentes branchiales qui ne se rejoignent pas. On est donc dans la famille des Exanchidés. La famille est composée de 3 genres, les Heptanchrias, les Notorhynchus et les Exanchus. Sur cette image, on peut compter le nombre de fentes branchiales que le requin possède, 6 paires de fentes branchiales. On est donc dans le genre Exanchus, qui est d'ailleurs le nom de genre donné par Jeff en début de vidéo. Et vu que les yeux sont petits par rapport à la tête avec un contour blanc, on est dans l'espèce Exanchus griseus, le requin grisé actuel. On est même en présence d'une femelle, vu l'absence des 2 ptérygopodes. Les ptérygopodes, c'est l'équivalent des zizi chez les requins. La distance entre les 2 points rouges donne une taille de requin à 5,50 m, ce qui est d'ailleurs le record pour cette espèce, et c'est pour ça que Jeff s'extasie devant ce requin. Oh my god, it's huge! Donc ce n'est pas un mégalodon. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet extrait comme l'existence actuelle du mégalodon. Voici une vidéo d'un mégalodon filmé dans la fosse des Mariannes. Vu la taille, il faisait 21 mètres de long. Cette vidéo est 100% vraie, mais l'erreur vient dans le contexte de la vidéo et l'identification du requin. Oula, j'ai une impression de déjà vu. Le lieu n'est pas la fosse des Mariannes, c'est-à-dire entre 8000 et 11000 mètres de profondeur. On est ici dans la baie de Suruga, au Japon, à 1220 mètres de profondeur. On est en gros à 2000 km au nord des Mariannes. Autant dire qu'on n'est pas à côté. Ensuite, cette vidéo date de septembre 1989 et ce requin qu'on voit a été identifié. Il s'agit d'une femelle lémarque du Pacifique ou requin dormeur du Pacifique, Somniosus pacificus, d'une taille plus qu'exceptionnelle puisqu'elle faisait 7 mètres de long, ce qui est d'ailleurs le record pour cette espèce. Voilà, ça m'a pris 10 minutes pour l'identification et le guide de la chose sur les requins du monde le confirme. Ce n'est donc pas un mégalodon. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet extrait comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Ici, on voit un requin de taille gigantesque, proche de la surface. En estimant sa taille, avec la distance séparant l'aileron dorsal et sa queue, il ne peut s'agir que d'un mégalodon. Alors, c'est quoi le problème de cette vidéo? Déjà, on n'a aucune date, ni aucun lieu pour pouvoir identifier le requin. Et pas plus d'images que ça non plus. Mais surtout, il n'y a aucun repère pour faire l'estimation de la taille du requin. Non, parce que si vous aviez une bouée nautique comme ça à côté, ou bien comme ça, bah ça vous donne pas la même taille. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un mégalodon, c'est un requin, peut-être un requin taupe, un requin gris, on ne sait pas. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet extrait comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Nous sommes le 15 avril 2013, le long de la côte d'Afrique du Sud. Une garde-côte repère une baleine avec une étendue sombre autour. Elle baignait dans son propre sang. Elle prévint les autorités et prit une photo lorsqu'elle aperçut l'aileron dorsal d'un requin, aileron qui faisait 1,80 m de haut. Plus grand que n'importe quel requin actuel, c'est donc un mégalodon. Vous me croyez si je vous disais que cette photo a été réalisée pour les besoins du docu-fiction de Discovery Channel Megalodon, The Monster Shark Lives de 2013. Encore ce documentaire, oui. C'est donc du fait qu'à 100%, j'ai pas besoin de revenir dessus plus longtemps. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cette photo comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Afin d'éviter de choquer les âmes sensibles et de ne pas faire ban par TikTok, j'ai dû flouter énormément la photo. Veuillez m'en excuser. Nous sommes le 21 janvier 2009, vers 10h40 du matin. Dans le Pacifique Nord, un père emmène son fils à la pêche au bord d'un petit bateau. C'est alors que le fils signale à son père un cadavre de baleine sur la plage. Les autorités prévenues, elles analysent le corps, littéralement coupé en deux, à peine lacéré. Les scientifiques en déduisent que le corps a été coupé net par un prédateur suffisamment grand, un mégalodon. Bon, vous savez ce que je vais dire, n'est-ce pas? Cet extrait provient du docu-fiction de Discovery Channel, Megalodon, The Monster Shark Lives de 2013. Si vous voulez voir la photo sans floutage, bah n'hésitez pas à checker Google Images. Et dites-vous bien que c'est du fake à 100%, c'est pas les vrais organes d'une baleine, etc. D'accord? C'est du faux. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet extrait comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Non loin de Sao Paulo, au Brésil, un cliché satellite de la NASA du 30 janvier 2014 montre un bloom planctonique. Mais en zoomant, on voit un énorme requin qui fait la taille de près de 2 bus scolaires, soit 21 mètres de long, ça ne peut être qu'un mégalodon. Ah bah si c'est la NASA qui le dit,
c'est que c'est forcément vrai. Honnêtement, cet extrait hors contexte, ça a été compliqué pour moi. Mais heureusement, l'acteur que l'on voit à l'écran, le Chris Pratt de Wish, me disait quelque chose. C'est l'acteur que l'on voit dans le docu-fiction de Discovery Channel, Megalodon, The Monster Shark Lives, de 2013. Ouais, mais la date, elle correspond pas. Hein. La photo de la NASA date de 2014. En fait, ce n'est pas de ce docu-fiction que ça provient, mais de sa suite, Megalodon, The New Evidence, de 2014. Donc la photo de la NASA, elle est véritable, mais quand on zoome dessus, on a un amas de pixels. Et pourtant, j'ai téléchargé la photo directement sur le site de la NASA. Mais la photo a été trafiquée pour les besoins de ce docu-fiction. Megalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet extrait comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. On a photographié un grand requin blanc actuel avec une énorme trace de morsure. Vu la taille de la morsure, c'est forcément un mégalodon qui l'a mordu. Alors, pour remettre les choses en contexte, c'est une photo qui a été faite près de l'île Guadalupe, Mexique Pacifique, et le requin qui a été photographié faisait 4,50 m de long, qui fait déjà en soi un beau bébé. Alors, on ignore par contre, c'est la date de la morsure. A priori, ça a l'air cicatrisé depuis un petit moment, il n'est pas impossible qu'il ait subi cette morsure plus jeune, et que la cicatrice ait grandi en même temps que le requin. Ça grandit en même temps, une cicatrice. Les morsures chez les requins blancs, ça existe, et c'est très fréquent, que ce soit pour le territoire, la concurrence, ou pour séduire la femelle, voire faire... Golo dans la case. Mais ces morsures sont bien faites par d'autres requins blancs, et non par des mégalodons. On n'a donc aucune preuve que le mégalodon est encore vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera ces photos comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Pendant mes recherches d'indices sur le mégalodon toujours vivant, j'ai trouvé 2 photographies anciennes. Ces photos montrent l'attaque par un requin aux tailles gigantesques. Celle-ci date du 11 mai 1932 et a été prise à Port Stephens, à l'île Broughton, en Australie. La seconde date du 3 juin 1918, à la passe de Doumbéa, en Nouvelle-Calédonie. En comparant la taille du requin par rapport au bateau et aux passagers, les requins sont clairement hors proportion de ceux déjà connus. C'est donc là, possiblement, des mégalodons. Et c'est vrai qu'on pourrait y croire. Ah oui, bah moi j'y crois là. Mais non. Ces 2 photos ont été truquées par une amie de l'association Paléosphère, une artiste connue sous le nom de Kakasdal. Ça lui a pris quoi, genre 30 minutes à faire sur Photoshop? Et vous comprenez pourquoi on ne peut pas accorder de crédit aux photographies en sciences, en particulier pour prouver l'existence d'un cryptide. C'est facilement trucable. On n'a donc aucune preuve comme quoi le mégalodon existe toujours. Mégalodon est donc toujours éteint. Nous sommes le 18 décembre 1942, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une manœuvre de sous-marins allemands à Cape Town, en Afrique du Sud, une photographie a été prise. C'est alors qu'un requin s'incruste sur la photo. Au développement de celle-ci, avec les rapports de taille, la distance entre l'aileron dorsal et le lobe supérieur de la queue est d'exactement 19,60 m, ce qui fait un requin de plus de 20 mètres, un mégalodon. Alors, si je vous disais que cette photographie provient d'un véritable extrait de film d'archives d'Allemagne de l'époque, mais qui a été truqué pour les besoins d'un docu-fiction, vous me croyez ou pas? Cette fausse photo a été réalisée pour les besoins du docu-fiction de Discovery Channel, Megalodon, The Monster Shark Lives, de 2013. C'est donc du fake à 100%, et pour rendre crédible la photographie, ils ont même ajouté le petit sigle de l'Allemagne de l'époque que je me suis permis de flouter pour pas me faire ban de TikTok, pour rendre la photographie encore plus crédible. Donc cette photo est complètement fake. Megalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cette photo comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Ah mais une photo ancienne, c'est quand même difficilement traficable. Vous souvenez-vous de cette photographie du monstre du Loch Ness? Elle est connue sous le nom de The Surgeon's Photograph, publiée le 21 avril 1934 dans le Daily Mail, et dont la paternité est attribuée à Robert Kenneth Wilson, gynécologue londonien. C'est certainement la plus célèbre photographie de Nessie. Lors d'un entretien auprès de 2 auteurs anglais en 1993, Christian Spurling avouera que la photographie est partie d'une vengeance de son beau-père, Marmaduke Wothrell, à l'encontre du Daily Mail, avec qui il a eu un petit différend de paiement. Il demanda donc à son gendre, qui est Christian Spurling, de réaliser un montage avec un sous-marin pour enfants affublé d'une tête sculptée. Wothrell aurait demandé par la suite à Wilson, une de ses connaissances, d'endosser la paternité du cliché pour lui donner de la crédibilité. Pourquoi avoir attendu près de 60 ans
pour révéler que cette photographie n'était qu'un canular. Que ce soit pour la popularité ou l'argent, il ne fait nul doute qu'il y a eu une raison derrière cette attente. Non, parce qu'une vengeance, ça va 5 ans à la limite. 60 ans, c'est un petit peu exagéré quand même. La photo est vraie, c'est une vraie photographie, mais son contenu, par contre, est complètement faux. Comme quoi, peu importe l'époque, une photo peut être truquée. On n'a donc aucune preuve photographique comme quoi le mégalodon est toujours vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. En 1918, des pêcheurs d'écrevisses de Port Stephens, Australie, sont allés relever leur casier à écrevisses en haute mer. Ces casiers faisaient environ 1 mètre de diamètre et possédaient en général 2 à 3 douzaines d'écrevisses de quelques kilos chacune. C'est alors qu'un gigantesque requin, aux couleurs fantomatiques blanchâtres, avala les casiers, les amarres et les machineries avec grande agressivité. Les pêcheurs ont tellement été choqués qu'ils n'ont pas voulu retourner en mer après ça. Lorsqu'ils témoigneront devant David Steed et l'inspecteur des pêches locales M. Patton, ils donnèrent des tailles assez absurdes. Certains disaient 90 mètres de long, d'autres 35 mètres. Ils précisaient que l'eau bouillait autour de la bête. La tête était aussi grande que le toit du hangar du quai de Nelson Bay. Les pêcheurs sont des hommes terre à terre, posés, qui ne se laissent pas souvent impressionner. Ça devait être quelque chose de gigantesque pour les mettre dans un tel état de peur et de panique. Selon Steed 1963 et Shucker en 91, 94 et 97, il s'agit forcément d'un mégalodon. Seulement, la couleur blanche de l'animal pose problème et elle va à l'encontre des adaptations environnementales pour un animal vivant dans le haut de la colonne d'eau, qu'on dit néritique. Comme le requin blanc et beaucoup d'autres requins néritiques, le mégalodon aurait dû être blanc en dessous et sombre au-dessus. Ça, c'est le principe d'effacement de la silhouette avec la lumière. On appelle ça du camouflage dichromatique. Et les tailles citées sont totalement hors normes de tout animal connu, que ce soit actuel ou fossile. Ce témoignage ne semble pas fiable à 100%. Il n'est pas impossible que les affaires allaient mal pour les pêcheurs. Et en racontant leur histoire, ils ont augmenté les ventes en reprenant leur activité derrière. Parce qu'ils l'ont reprise, leur activité, forcément. Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. On n'a donc toujours aucune preuve comme quoi le mégalodon est toujours vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. Goss en 1987 et Shucker en 1995 rapportent le témoignage de Zane Grey, célèbre auteur de romans western et passionné de pêche en haute mer. Vers l'année 1927-1928, Zane Grey pêchait en haute mer au large de Rangiroa, Pacifique Sud. Par-dessus bord, il vit un requin jaune et vert avec une tête carrée, d'immenses nageoires pectorales et quelques taches blanches. Zane considéra la bête comme plus grosse que son bateau, entre 10 et 12 mètres de long, confirmé par les pêcheurs néo-zélandais à bord ce jour-là. Grey pensa d'abord à un requin-baleine, mais mis à part la taille, il pensa qu'il n'avait rien en commun avec ce requin. Goss et Shucker pensèrent donc à un requin mégalodon. Non seulement la taille correspond tout à fait, mais la description est tout à fait conforme à un requin-baleine. Ils ont une tête carrée, large, d'énormes nageoires pectorales et sont couverts de taches blanches dont leur nombre et leur disposition diffèrent d'un individu à l'autre. Concernant la couleur un peu jaune-verte, ça peut dépendre du taux d'algues, du taux de phytoplancton dans l'eau justement, ou de la luminosité ce jour-là. Il est donc plus probable qu'il ait vu un requin-baleine plutôt qu'un mégalodon encore vivant, d'autant plus que les requins-baleines ont déjà été observés dans cette région. On n'a donc aucune preuve comme quoi le mégalodon est toujours vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. Goss en 1987 et Shucker en 1995 rapportent un autre témoignage du fils de Zane Grey, Loren Grey. 1933, toujours au large de Rangiroa, Pacifique Sud, à bord du SS Manganui. Les Grey rentrent à San Francisco après un voyage de pêche à Tahiti. Le soir, vers 17h, Loren vit des mouettes voler en spirale à proximité d'une zone où l'eau était jaune. C'est alors qu'une grande queue brune s'est élevée dans le sillage du navire. La tête, ronde, faisait entre 3 mètres et 3 mètres 60 de diamètre. La créature, jaunâtre, devait mesurer entre 12 et 15 mètres de long. Loren précisa bien que ce n'était pas un requin-baleine, trop différent. Selon lui, c'était un monstre préhistorique. Selon Goss et Shucker, il s'agissait d'un mégalodon. Bon, effectivement, il ne devait pas s'agir d'un requin-baleine dont la morphologie et les couleurs sont très caractéristiques. Bien que Rush, en 1998, rapporta ce témoignage à un requin-baleine dans sa publication. Personnellement, je pencherais plus en faveur d'un requin-pèlerin,
Grand, tête large, surtout quand elle est ouverte, couleur sombre à la limite du brun jaune parfois. Dans la région du témoignage, des requins-baleines ont été observés, mais également des requins pèlerins. Il est donc plus probable que Lauren Gray ait rencontré un requin pèlerin plutôt qu'un mégalodon encore vivant. On n'a donc toujours aucune preuve comme quoi le mégalodon est toujours vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. En mars 1954, le cotre australien Rachel Cohen passait en cale sèche à Adélaïde pour un carénage. 17 dents de Carcharodon carcharias, ayant en moyenne 8 cm à la base et 10 cm du collet à la pointe, furent extraites de la quille en bois, juste à l'aplomb de l'arbre d'hélice tordu. Le demi-cercle, décrit par l'implantation des dents et des traces, avait pratiquement 1 mètre de rayon. Le capitaine du Rachel Cohen se souvenait d'un choc nocturne violent lors d'une tempête au large de Timor, et avait conclu à une collision avec un des nombreux troncs d'arbres flottant dans cette mer. Les ichtyologues australiens ont attribué environ 24 mètres de long au possesseur d'une telle denture, attiré probablement, comme cela est très fréquent, par les reflets de l'hélice. Anecdote relatée par Klosterman en 1969 dans son livre Des poissons si grands, mentionnant donc l'attaque d'un bateau par un mégalodon. J'ai plusieurs petits problèmes avec cette histoire, qui manque cruellement de précision, notamment le nom du capitaine, les noms des ichtyologues, la date précise de l'incident. Déjà, les fameux ichtyologues ont attribué le propriétaire des dents comme du Carcharodon carcharias, c'est-à-dire le grand requin blanc actuel. Si le requin est identifié, pourquoi on rapporte cette histoire au mégalodon alors? Ah bah là, c'est parce que les tailles des dents et la trace de morsure, c'est beaucoup trop grand pour du grand requin blanc. Pour le mégalodon, 17 dents en moins sur les 46 dents fonctionnelles, c'est 37% de perte de capacité à se nourrir. C'est donc la moitié de la mâchoire limite qu'à sauter pour lui. Si mégalodon y avait, mégalodon est mort de faim. Ça repousse pas en 5 minutes les dents. Et je me suis renseigné auprès des organismes principaux à Adélaïde, aucun document ne relate ce moment. Les dents n'ont apparemment pas été préservées par les ichtyologues, ce qui est quand même déjà très étrange, et il n'y a aucune photo de cette anecdote, ce qui est encore plus étrange aussi. Il y a bien un bateau du nom de Rachel Cohen qui a existé, mais il a brûlé à Port Darwin en Australie le 8 février 1924. Enfin, Klosterman était quelqu'un de sérieux, spécialisé dans la pêche au gros, mais il aimait rajouter de la fiction à ses histoires de poissons. On a donc possiblement ici de la fiction. Ou alors il a été abusé par quelqu'un qui lui a raconté cette anecdote, allez savoir. On n'a donc aucune preuve comme quoi le mégalodon est toujours vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. Dans sa publication en 1978, Cartmel nous rapporte un autre témoignage. Dans les années 1960, un navire de 26 mètres connut des problèmes de moteur, qui ont forcé à lever l'ancre pour des réparations le long de l'extérieur de la grande barrière de corail australienne. Le capitaine et son équipage ont aperçu un immense requin, se déplaçant lentement devant leur navire, de couleur blanchâtre. Selon leur dire à des amis, le requin était aussi long, sinon plus long, que leur navire. Ça vous rappelle pas une autre histoire qu'on a déjà vue? Un autre témoignage qu'on a déjà débunké? Celui de 1918 avec le fameux requin blanc fantomatique effrayant les marins. Le problème est que ce témoignage rapporté par Cartmel en 1978 n'est pas référencé. Il n'y a pas de nom, de lieu précis, il n'y a pas de source vérifiable. Parfois c'est tellement imprécis qu'on ne peut pas considérer l'anecdote, le témoignage comme véridique. On n'a donc aucune preuve comme quoi le mégalodon est encore vivant. Le mégalodon est donc toujours éteint. Pourquoi tu rejettes les témoignages? C'est pas correct pour la personne qui a témoigné, hein? Ah non pas que je dénigre les personnes qui ont témoigné, car je pense que 99% d'entre elles sont de bonne foi et ne mentent pas. Mais l'être humain n'est pas parfait. Il est faillible et possède des biais. Le biais des connaissances, on est limité en termes de savoir, donc parfois quand on ne connaît pas les requins ou la faune des océans, on peut vite se tromper. Le biais d'estimation, pour la plupart d'entre nous, on est nul pour estimer la taille d'un objet ou d'un animal à une certaine distance. Il n'y a que très peu de personnes qui arrivent. Le biais mental, ou une situation mais une personne en état de choc avec un requin au comportement agressif, puis quand on demande à la personne des informations comme la taille, la couleur, la forme des dents, le museau, l'espèce, bien souvent on a des réponses approximatives ou des proportions et des comportements qui sont largement exagérés selon l'état de choc de la personne. Mais rassurez-vous, c'est involontaire comme comportement, ce n'est pas quelque chose de maîtrisé. Par contre, le biais moral, lui, ça touche par contre à la moralité de la personne qui ment volontairement pour de l'argent ou la popularité, comme par exemple la photo de Nessie. Si les autres biais sont involontaires, celui-là par contre est volontaire. Alors faut-il croire les témoignages? Je n'en sais rien. Ce ne sont pas des preuves scientifiquement parlant, ça c'est sûr. Ils peuvent servir de piste pour voir si c'est possible, envisageable, mais bien souvent on va retomber dans au moins un de ces 4 biais-là.
et c'est pas les seuls biais qui existent. On n'a donc aucune preuve comme quoi le mégalodon est encore vivant. Le mégalodon est donc toujours éteint. Est-ce que t'aurais pas un petit problème avec les témoignages? Alors oui, on a vu plusieurs témoignages concernant le mégalodon, qu'on a débunké ensemble et on n'est clairement pas sur du mégalodon. Mais il y a un gros problème avec les témoignages, ça concerne les dates. Le plus ancien témoignage date de 1918, et avant ça, on n'a rien, c'est bizarre. Comment c'est possible alors que le mégalodon est connu de la science depuis 1835? On a même retrouvé une dent de mégalodon montée en collier dans les affaires d'un naufragé du Titanic. Et je pense que l'explication se tient à une date, un événement. Le mégalodon a été rendu populaire qu'à partir de 1909 pour la première reconstruction d'une mâchoire réalisée par Bashford Dean et son équipe au Muséum de New York. Le temps que ça se popularise plus largement auprès du public, il a fallu peut-être attendre 9 ans pour que les gens croient voir des mégalodons, alimentant le folklore et bizutant les jeunes matelots. Avant 1918, aucun témoignage, donc il y a bien un problème de date. Si le mégalodon existait, de nombreux témoignages auraient dû être rapportés avant même 1918 ou 1909, avant même sa description. Et même s'il existait encore, avec l'augmentation de la fréquentation des côtes et des océans par l'être humain, les témoignages auraient dû affluer, se multiplier, et ce depuis très longtemps. Et ce n'est pas le cas. On n'a donc aucune preuve que le mégalodon est encore vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. Il y a des dents de mégalodon récoltées sur le fond de l'océan qui ont 10 000 ans, trouvées dans la fosse des Mariannes en plus. Alors, on va recontextualiser d'abord cette découverte. 4 dents de mégalodon ont été récoltées lors de l'expédition du HMS Challenger le 6 et 14 octobre 1875 dans le Pacifique Sud, vers la Polynésie française, aux alentours de 4300 mètres de profondeur. 2 de ces dents ont été analysées par Vladimir Tchernevsky en 1959, article qu'il a d'ailleurs publié dans Nature. Il a mesuré les croûtes chimiques, donc de dioxyde de manganèse sur les dents, pour trouver leur âge et en a déduit que les dents ont 11 333 ans et 24 206 ans. Je vais pas faire une critique ouverte de l'article ici parce que je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir la vidéo complète, allez jeter un coup d'œil. En bref, parmi tous les problèmes de l'article, et croyez-moi qu'il y en a vraiment beaucoup, ce qu'il a fait en mesurant les croûtes de dioxyde de manganèse, ce n'est pas la datation des dents elles-mêmes. En mesurant l'épaisseur de ces croûtes, il a estimé le temps que l'objet a mis à être enfoui dans le sédiment. En gros, le temps qu'il est resté au fond de l'eau avant de se faire recouvrir par du sable ou de l'argile. Donc il n'existe aucune dent âgée de quelques milliers d'années. Et ce n'est pas parce qu'on a retrouvé ses dents à 4300 mètres de profondeur que le requin vivait à cette profondeur. En tant que requin de surface, requin néritique, s'il perd une dent, elle va tomber tout simplement au fond de l'océan. Qu'il soit dans une colonne d'eau de 10 mètres de profondeur ou de 4300 mètres de profondeur, la dent va tomber, quoi qu'il arrive. On n'a donc aucune preuve comme quoi le mégalodon est encore vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet argument comme la preuve de l'existence actuelle du mégalodon. On a retrouvé des dents de mégalodon qui ont l'air récentes, rien que par leur état de conservation et leur couleur. Alors il m'arrive de dire que les dents de requin que je trouve sont fraîches, pas dans le sens récente, mais dans le sens très bien préservées, genre elles pourraient encore couper. Sachant que je les trouve dans une carrière au milieu des terres, elles seraient récentes, je me poserais des questions. Est-ce que le mégalodon n'aurait pas développé des patounes? Ensuite, la couleur n'est pas un indicateur de datation. Regardez mes dents de mégalodon vieilles de 11 millions d'années, elles ont toutes des couleurs différentes et pourtant je les ai toutes trouvées dans la même carrière, dans la même roche. Ça dépend de tellement de choses pendant la vie du requin et même après la perte de la dent, des conditions chimiques et physiques que la dent va avoir dans la roche elle-même. Ça dépend tellement de paramètres que ça nous offre un spectre de couleurs varié. Si par contre elles sont aussi blanches que des dents de requin actuelles, alors là oui, il serait probable qu'elles soient récentes et tombées hier, et que donc le mégalodon soit encore vivant. Mais on n'a jamais trouvé de dents aussi blanches que des requins actuels. On n'a donc aucune preuve comme quoi le mégalodon est encore vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. On a retrouvé des dents de mégalodon plantées dans des os de baleine, donc c'est qu'il existe encore. Alors, déjà, il s'agit de baleines fossiles, et pas actuelles. Non, notez bien la différence entre les deux quand même. Ensuite, si vous parlez de ces images, ce sont des vrais fossiles de vertèbres de baleines, des vrais fossiles de dents de mégalodon, mais le montage des deux a été créé de toutes pièces par un être humain. Déjà, si on regarde la jonction des deux, on voit de la colle, ou voire même un joint. Ensuite, l'implantation de la dent, elle est carrément pas bonne. Cette face de la vertèbre, c'est soit le devant, soit le derrière. Cette face de la vertèbre, c'est soit le devant, soit l'arrière. Mais en tout cas, il y a une autre vertèbre qui est juste à côté. Donc comment la dent a pu se planter dessus? Mystère. Donc comment le mégalodon aurait pu mordre à cet endroit? Il peut pas, tout simplement.
Certains se sont même amusés à faire n'importe quoi avec des fossiles et l'orientation des dents, histoire de s'en moquer. Alors on a par contre quelques traces de prédation de mégalodons sur des restes d'autres vertébrés, comme cette mandibule de baleine portant 3 marques de dents, attribuées aux mégalodons vu l'espacement entre elles. Ici vous avez carrément une vertèbre de baleine avec une fracture de compression, due à un choc probablement par un requin, donc le mégalodon. Sur cette photo vous avez carrément une côte de dugong, un cousin du lamantin, avec des marques de dents qui sont clairement identifiables au mégalodon. Mais aucun reste fossile avec une dent encore plantée dessus, hélas. Encore moins sur des os actuels. On n'a donc aucune preuve que le mégalodon est encore vivant. Mégalodon est donc toujours éteint. On n'a pas de preuve de disparition du mégalodon. Désolé, la formulation est quelque peu insolite même si elle est complètement vraie. Ah, il l'avoue enfin. Je l'ai bien eu si tu l'avais lu. Commence par me parler poliment. On n'a que des preuves directes d'apparition d'espèces, jamais de preuves directes de disparition. Imaginez, vous avez une série sédimentaire. Vous ne trouvez pas de dents de mégalodon en bas de la série, le plus ancien, il s'est déposé en premier. Ça, c'est le principe de la superposition. Et d'un coup, paf, vous trouvez une dent. On considère ici que l'espèce apparaît. Vous continuez la série, toujours avec des dents de mégalodon, et d'un coup, paf, plus aucune dent jusqu'en haut de la séquence. Vous en déduisez que l'espèce a disparu. Jusque-là, le raisonnement est parfaitement logique. C'est le même principe que si je me cache sous le bureau. Vous ne saurez pas si je suis encore là ou non. Et votre raisonnement, il est là. Vous ne me voyez pas, donc j'ai disparu. Et ça reste logique. Dans cette séquence sédimentaire, il a disparu au moins de cette région géographique, et ça c'est sûr. Encore, si on constate dans le haut de la séquence un changement d'environnement, c'est assez logique que l'espèce ait disparu. Mais si on constate que l'environnement est identique de début à la fin de la séquence, c'est que, voilà, l'espèce a disparu, quoi. Donc si ça a disparu de cette séquence sédimentaire, qu'est-ce que vous allez faire pour vérifier si ça a disparu à l'échelle mondiale? Vous allez regarder partout, pour toutes les séquences sédimentaires. Et si vous trouvez les mêmes résultats, il s'agit bien là d'une disparition à l'échelle mondiale. Comme si vous m'aviez cherché partout, à tous les endroits possibles et imaginables, et que vous ne me trouvez pas. Appelez la police, du coup. Puis il n'y a pas que le mégalodon pour qui ça arrive. Pour toutes les espèces fossiles, c'est la même chose. Pourquoi faire une exception pour le mégalodon et pas pour les autres espèces disparues, comme les espèces contemporaines du mégalodon, par exemple? La baleine cétotère Pelocetus mirabilis, ou le foraminifère Pararotalia serrata, qui ont eux aussi disparu. Donc oui, je vous donne raison, on n'a pas de preuve de disparition pour le mégalodon, même pour toutes les autres espèces. Et c'est normal, l'absence ne laisse pas de traces. Donc cet argument, bien qu'il soit vrai, ne fournit pas la preuve que le mégalodon existe toujours. Ce serait même le contraire, puisqu'on n'a pas de preuve de sa présence, donc Mégalodon est donc toujours éteint. Partagez cette vidéo à qui présentera cet argument comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Il a pu s'adapter en voyant le climat changer. Oh, là c'est une réponse qui va me demander plus d'une vidéo. Donc partagez cette vidéo à qui présentera cet argument comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Je m'arrangerai pour que la suite soit dans le premier commentaire, ok? D'abord, il convient de faire une clarification avant tout. Une espèce ne s'adapte pas en fonction des changements qu'elle observe sur son environnement, elle s'adapte uniquement en conséquence de ces changements. Elle ne fait que les subir. Plus une espèce de grande taille qui plus est spécialisée dans son alimentation, ses habitudes, son environnement, plus elle est adaptée pour vivre dans un tel milieu. Si un changement rapide survient sur son milieu, l'espèce sera beaucoup plus sensible à ces variations et risque de disparaître par la suite. Le T-Rex avait beau être ultra spécialisé et adapté à son environnement avec des proies définies, que la catastrophe d'il y a 66 millions d'années a eu bien raison de lui. Il a disparu. Le mammouth laineux était très adapté à son environnement aussi, et lors des derniers bouleversements climatiques naturels il y a quelques milliers d'années, la végétation a changé, l'environnement aussi, et il a disparu. Le destin de chaque espèce, c'est de disparaître quoi qu'il arrive. Certains individus s'adaptent et donneront un jour par macro-évolution d'autres espèces, proches parents de la première. Mais elles finissent toutes par disparaître, quoi qu'il arrive. Les mammouths et les T-Rex n'ont laissé aucun descendant, le mégalodon, c'est pareil. Il a pu s'adapter en voyant le climat changer. Une espèce aussi spécialisée est très sensible aux changements environnementaux, donc elle a plus de difficultés à s'adapter lors des changements brutaux. Admettons que notre mégalodon super spécialisé décide d'aller vivre dans la fosse des Mariannes comme dans The Meg. Qu'est-ce qui devrait changer chez lui pour y vivre? Sa couleur de peau. Il est préférable d'être sombre dans l'obscurité afin d'être repéré par d'éventuels prédateurs ou par des proies. Sa capacité à détecter autrui, que ce soit les proies ou les prédateurs, où les yeux ne servent plus à rien, donc on aurait une espèce devenue aveugle comme dans le livre The Meg de Steve Alton. Il doit s'adapter à la pression élevée et passer de la surface à 11 km de profondeur. Et ça, c'est pas facile. Ça doit être progressif et non brutal. S'il passe de la surface à 11 km de profondeur, il meurt tout de suite.
D'accord? Et par contre, la pression, c'est pas genre on se pète les sinus et puis tout va bien, hein. Oh, ça c'était une balle perdue pour The Meg 2. Il doit s'adapter à la baisse des températures. Dans la fosse des Mariannes, il fait 1 à 4 degrés Celsius. Comparé aux eaux chaudes de la surface, c'est beaucoup d'écart. Et ne pensez pas aux fumeurs noirs, aux cheminées hydrothermales avec une zone de thermocline, etc. Ça n'existe pas. Oh, ça c'était une balle pour The Meg. Et puis quand bien même qu'il y en ait une, de la surface à cette zone-là chaude, etc., il y a quand même de l'eau froide entre les deux. Donc quoi qu'il arrive, il doit quand même s'adapter à l'eau froide. Et quitte à s'adapter aux eaux froides, autant rester en surface. Ça me semble logique. Il doit aussi diminuer en taille. Dans la fosse des Mariannes, il y a moins d'oxygène disponible. Donc il doit diminuer en taille pour être moins gourmand en oxygène. Et ne pensez pas à développer plus de branchies. Ça sert strictement à rien. Oh, deuxième balle pour The Meg. Bah, il a pu s'adapter en voyant le climat changer, hein. Et enfin, il va devoir changer toute son anatomie pour l'alimentation. Les proies dans la fosse sont inexistantes au-delà de 8400 mètres à peu près. Et avant ça, on a des sortes de copépodes, d'isopodes, des arthropodes, quoi, bizarres. Et des poissons qu'on appelle poissons limaces des Mariannes, tous de moins de 50 cm de long. La demande en nourriture serait excessive par rapport au nombre et à l'apport calorifique des proies. Vous imaginez pas le nombre qui devrait en manger pour pouvoir survivre. Pour un seul requin, sachant qu'il faut être une population pour pouvoir survivre, hein. De plus, le changement de nourriture amène obligatoirement chez les requins à un changement de dentition. Or, le mégalodon est défini par des caractères morphologiques sur ses dents. S'il s'appelle mégalodon, c'est par rapport au caractère anatomique qu'on a donné ici. Si elle change de forme, alors ce n'est plus un mégalodon. C'est une autre espèce. Imaginez maintenant que vous avez une mutation par changement que j'ai énoncé dans cette partie-là et dans la partie précédente. Bien que ce soit beaucoup plus compliqué que ça dans la vraie vie, mais c'est pas grave, on va faire comme ça, Jean-Michel, y a pas de souci. Combien de temps il aurait fallu pour qu'il s'adapte selon vous? Spoiler, c'est beaucoup plus que 20 millions d'années. Donc désolé, mais le mégalodon n'a pas pu s'adapter. Lors des changements brutaux, il a disparu comme beaucoup d'espèces. Mégalodon, donc, est toujours éteint. Partagez la première vidéo à qui présentera cet argument comme une preuve de l'existence actuelle du mégalodon. Et il y en a beaucoup. Arrête de briser nos rêves. Laisse-nous croire que le mégalodon est toujours vivant. De toute façon, tu ne connais pas tout, tu ne sais pas ce qu'il y a dans les océans. Ce serait un rêve de voir un tel requin vivant encore aujourd'hui? Vous êtes sérieux? Alors que beaucoup de gens souffrent de la thalassophobie, des grandes profondeurs et n'aiment pas aller au-delà des zones où ils n'ont pas pied, où ils ne voient pas le fond, et j'en fais partie. Les requins font déjà peur avec ceux qui existent déjà, mais avec celui-là en plus, mais c'est la fin de l'humanité sur les océans. C'est vrai, c'est la fin de la pêche, c'est la fin du commerce sur les océans. Combien de bateaux seraient simplement coulés à cause de ce requin? Et que dire des baleines? Elles se font déjà latter la tronche par l'être humain, et avec un mégalodon en plus, mais elles auraient déjà disparu en fait. Alors si je ne connais pas tout, je connais très bien le mégalodon à l'état fossile, ce qu'on en a déduit, et surtout son environnement de vie. Je sais aussi qu'on a découvert et exploré les zones de vie du mégalodon, et mégalodon ne s'y trouve pas. Alors désolé de briser vos rêves, mais le mégalodon n'existe plus. Et ce n'est pas parce que ce serait un rêve pour vous que ça le serait pour tout le monde. Et surtout, ça n'en fait pas la réalité. Ah, puisque t'es si malin, c'est bien beau de réfuter tous les arguments et tout, mais ce serait quoi pour toi la preuve irréfutable de l'existence actuelle du mégalodon? Honnêtement, vous me trouvez un cadavre de mégalodon frais sur la plage avec des dents encore implantées dans la bouche, avec intervention de spécialistes, de scientifiques qui sont cités explicitement dans leur nom, là je serais d'accord pour dire que le mégalodon est toujours vivant. Bien que franchement je me poserais plein de questions. Comment se fait-il qu'on n'en ait pas observé dans son environnement de vie? De quoi se nourrit-il aujourd'hui? Quelles sont ses habitudes? De nombreuses questions auxquelles il faudra répondre un jour. Alors ça c'est pareil aussi, il faut toujours citer les noms des scientifiques. Quand vous dites les scientifiques disent que, lesquels? Sourcez vos dires. Si vous dites les scientifiques, ça n'a aucune valeur. Si par contre vous citez les noms scientifiques, là ça a de la valeur, ok? Pourquoi a-t-on des hypothèses sur la survie du mégalodon? Là, c'est moi qui vous pose la question. D'après vous, pourquoi y a-t-il autant de personnes qui pensent que le mégalodon est toujours vivant, qui y croient dur comme fer? Pourquoi ce requin en particulier? À vos commentaires, et je pense que j'y répondrai en vidéo. La suite se fera en fonction des réponses, et justement, cette série de vidéos va toucher à sa fin, officiellement. Je pense que je vais avoir eu beaucoup de commentaires sur lesquels il va falloir que je revienne en vidéo. Peut-être que vous allez m'envoyer aussi des photos, des vidéos qui sont potentiellement des mégalodons. J'y reviendrai rapidement en vidéo aussi, en collage ou ce genre de choses. Mais dites-vous bien qu'il n'y a aucun mégalodon qui traîne aujourd'hui. Voilà, il a disparu, point barre. On va pas en faire toute une histoire. Il a disparu, c'est tout. Et il faut s'y faire. Il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. C'est comme ça. Désolé. Que savez-vous du mégalodon?
Avant de me répondre, c'était un très grand requin avec des grandes dents, ça je pense que vous l'avez tous, ça y a pas de problème là-dessus. Mais ce n'est pas ça, connaître le mégalodon. Il faisait 30 mètres de long. Alors, ce serait très long à débunk, les estimations actuelles vont entre 14 et 24-27 mètres de long, basées sur de grands requins blancs actuels, donc c'est à prendre avec beaucoup de recul. Non, connaître le mégalodon, c'est plus que ça. Un paléontologue, ce n'est pas quelqu'un qui se contente de trouver des fossiles et puis de les conserver. Hein. Il doit les faire parler. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais. Joue pas au plus malin avec moi. On me dit souvent que j'ai la dent dure, mais là je vois que c'est toi qui as une dent contre moi, alors parle! Et les fossiles de mégalodon, on sait les faire parler et ils ont parlé. On retrouve ces dents dans plusieurs endroits du monde, dans des roches contenant d'autres fossiles. Et en analysant l'ensemble de la faune et de la flore fossile, ainsi que la géologie, on peut déduire des choses sur le milieu de vie, l'environnement, les exigences de certaines espèces. Il y a donc plusieurs faits sur le mégalodon, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Ouais, parce que faire qu'une seule vidéo, ce serait trop long. Fait numéro 1. On retrouve des dents de mégalodon dans des roches datées entre environ 20 et environ 3 millions d'années. Si je suis vague, c'est parce que des ajustements doivent être faits sur plusieurs gisements du monde, dont la datation est un peu trop ancienne. Exemple à Douai-la-Fontaine, les phalins de la commune ont été datés en 1970 du Miocène moyen à environ 15-13 millions d'années, et depuis la fin des années 90, on le sait grâce à des microfossiles qu'on appelle foraminifères, que la roche a en réalité 11 millions d'années, et ceci a été confirmé par des études géochimiques. On ne parle pas du carbone 14 qui peut aller jusqu'à 40 000 ans, mais là ici on parle du rubidium strontium. De ce fait, la date de disparition du mégalodon à environ 3 millions d'années, ça pourrait être du 3,2, 3,6, voire du 2,6 gros maximum. Mis à part cette approximation, on sait, c'est prouvé scientifiquement, qu'on n'a pas de dents de mégalodon plus récentes que la période Pliocène. Elles ont même tendance à disparaître petit à petit des roches pendant le Pliocène. Aucune dent n'a été trouvée dans des roches ou des sédiments du Quaternaire, en tout cas daté et officialisé de cette époque-là. S'il y en a qui doutent, effectivement, il y a bien des articles scientifiques qui ont eu lieu sur le sujet, mais là je vous renvoie vers ma vidéo YouTube qui est extrêmement complète sur le sujet. En regardant cette vidéo sur YouTube, vous comprendrez pourquoi il n'y a aucune dent âgée de quelques milliers d'années. Donc, on en déduit qu'il a disparu rien que par son absence en fossile. Mais ce n'est pas le seul fait à son sujet, et là ça va continuer dans une autre vidéo. Fait numéro 2, c'était une espèce cosmopolite. Cosmopolite, ça veut dire qu'on retrouve ces restes un petit peu partout dans le monde. Alors, ça ne veut pas dire partout. Normalement, si, dans la définition. Mais là, en l'occurrence, pour le mégalodon, ça ne marche pas. Parce que c'est presque partout, mais pas partout. On en retrouve dans ce qui a appartenu à l'océan Pacifique, Atlantique, la mer Méditerranée, l'océan Indien, l'Indonésie. Donc, c'était une espèce qui bougeait beaucoup dans les océans, à l'image du grand requin blanc actuel qui migre énormément aussi. La raison pour laquelle, justement, on ne peut pas avoir de grand blanc en aquarium, c'est parce qu'il est trop confiné. L'Atlantique et le Pacifique communiquaient pendant le Miocène, période vie du mégalodon, par ce qu'on appelle le détroit du Panama. À l'époque, c'était un détroit. Sa migration d'un océan à un autre était donc possible à ce moment. Mais il y a eu des limites dans son extension du territoire, sphère de l'espace infini. Et ça, vous comprendrez avec le fait suivant. Fait numéro 3. Le mégalodon était un requin de surface, fréquentant les eaux tempérées chaudes à tropicales et les zones côtières, les zones à faible profondeur, les rivages. Rien que dans les phalins de l'Anjou, la faune fossile, très riche, indique un milieu peu profond, proche de la surface et baigné dans la lumière. Ce sont surtout un groupe d'organismes marins qui va le dire. Les bryozoaires, ou animaux mousses. Alors, grosso modo, ça ressemble à des coraux, mais ce n'en est pas. Ce groupe d'animaux coloniaux est extrêmement diversifié. On a plus de 200 espèces rien que dans les phalins, dont on a beaucoup de colonies et beaucoup d'individus par colonie. A contrario, les coraux sont extrêmement rares, avec des colonies plutôt rabougries, avec peu d'individus par colonie. L'eau n'est donc pas assez chaude pour le développement idéal des coraux, mais suffisamment pour un développement et un épanouissement idéal pour les bryozoaires. On est donc en milieu subtropical, presque tropical, peu profond. Donc le mégalodon vivait dans cet environnement, puisqu'on retrouve des dents dans ces roches. Cependant, impossible de savoir à quelle profondeur il pouvait descendre, car quand un requin perd une dent à la surface, qu'il soit au-dessus d'un fond marin situé à 50 mètres de profondeur ou à 5 km de profondeur, il va perdre sa dent, la dent va tomber au fond de l'eau quoi qu'il arrive. Quand on retrouve une dent
à 5 km de profondeur, ça ne veut pas dire qu'il a vécu à 5 km de profondeur. Mais il y a autre chose qui peut aider. Fait numéro 4, les requins actuels ne vont pas à une profondeur excédant 2300 mètres. Alors si je parle des espèces actuelles, c'est parce qu'en paléontologie, on utilise un principe qui est le principe de l'actualisme. En gros, on prend des données sur des espèces actuelles, d'un groupe actuel, pour les transposer sur ce groupe à l'état fossile. Et la profondeur est un fait vérifiable par les espèces actuelles. Le requin lutin va à 1300 mètres de profondeur maximum, le requin lézard 1500 mètres, le sagre rude 2200 mètres, et le record appartient à l'aiguillat noir à 2300 mètres de profondeur. Pour des plus grands requins, comme le requin grande gueule, il va maximum à 1100 mètres de profondeur. Le grand requin blanc actuel, Carcharodon carcharias, 1300 mètres de profondeur. Le requin baleine, gros maximum, le plus gros record qui ait jamais été enregistré pour cet animal, c'est 1900 mètres de profondeur. Plus vous descendez en profondeur, plus les proies se raréfient et diminuent en taille en plus. Donc aucun intérêt de descendre en profondeur pour un grand prédateur. Plus vous descendez, plus la température diminue, tout comme le taux d'oxygène. Par contre, il y a un truc qui augmente bien, c'est la pression. Et pour vous rendre compte de ce que c'est que la pression, prenons un exemple. La fosse des Mariannes est à 11 km de profondeur. C'est une pression tellement colossale que je pense que la plupart des gens qui défendent la survie du mégalodon ne se rendent même pas compte de ce que c'est. Faites un carré d'1 cm par 1 cm, 1 cm carré finalement, sur votre bras, sur votre main, faites-le n'importe où, et mettez une pression d'1,5 tonne dessus. 1,5 tonne pour information, c'est la masse moyenne d'un requin blanc actuel adulte. Maintenant, vous multipliez ce petit carré sur toute la surface de votre corps et vous multipliez la pression à chaque fois qui s'exerce partout de 1,5 tonne. Vous voyez maintenant ce que ça fait? Souvenez-vous de Jason Statham qui se pète les sinus pour pouvoir nager à 7 km de profondeur dans le film The Meg 2 en eau très trouble. Il va pas être broyé par la pression. Ça ne fonctionne pas comme ça. T'as déjà vu des poissons avec des combinaisons en métal? C'est une question d'air. Il réagit à la pression. C'est pour ça que Jonas doit l'expulser par ses sinus. Non, la réalité c'est pas ça. La réalité elle est beaucoup plus dramatique. La réalité c'est le sous-marin Titan et son équipage. Et ils étaient seulement entre 3000 et 4000 mètres de profondeur. Donc là, Jason Statham, il devrait finir en crêpe. Si ça arrive pour un sous-marin, ça arrive également pour les animaux. Les animaux sont pas bêtes à ce point. Donc Mégalodon ne devait pas descendre à plus de 2000 mètres gros maximum. Là, c'est une estimation large que je vous fais. Je n'ai aucune preuve véritable pour vous le montrer. C'est une logique biologique. Parce que non, tout n'est pas possible dans la nature. Il y a des limites. Une espèce qui fréquente la surface ne peut pas vivre à plus d'une certaine profondeur. Il y a la raréfaction des proies, la baisse des températures, la baisse du taux d'oxygène, la luminosité qui est nulle, pour repérer les proies c'est quand même pas évident, la pression qui est colossale. Non, c'est pas possible. D'autant plus que le mégalodon a besoin de fréquenter les côtes pour une autre raison. Fait numéro 5. Le mégalodon mettait bas dans des zones de pouponnières. Oh, mais c'est trop mignon! Des zones de nurserie pour bébé mégalodon! Oubliez ça, c'est loin d'être mignon chez les requins. Le premier réflexe du bébé une fois qu'il est expulsé par la mère, c'est d'aller se planquer le plus vite possible pour éviter d'être mangé, notamment par sa mère. Alors on ne connaît pas la taille réelle d'un mégalodon adulte, parce qu'encore une fois les estimations sont biaisées par rapport aux grands requins blancs actuels, alors on connaît encore moins celle d'un jeune mégalodon venant d'être mis au monde. Cela dit, on sait qu'il y a des zones de pouponnières, car les mégalodons, comme la plupart des requins, ou comme nous aussi, même la plupart des mammifères, ils ont ce qu'on appelle une différence dentaire dans la bouche. On appelle ça une hétérodontie. Nous, on a incisive, canine, prémolaire, molaire. Les dents des adultes sont différentes des dents des jeunes. On appelle ça une hétérodontie ontogénétique. Eh bien, chez les mégalodons, c'est pareil. Il y a une hétérodontie, il y a une différence dentaire entre les jeunes et les adultes. Les crénelures des adultes sont beaucoup plus fines et les crénelures des jeunes mégalodons sont beaucoup plus grossières. Donc quand on trouve une roche à un niveau géologique avec plus de dents de jeunes que des dents d'adultes, on en déduit qu'on est dans une zone protégée pour eux, une zone où ils peuvent grandir en toute sécurité. On appelle ça une zone de nurserie. Et on a réussi à en définir deux à travers le monde pour l'instant. Une au Panama et une non loin de Barcelone. Mettre bas dans une zone de rivage peu profonde permet aux petits de se mettre à l'abri plus facilement des prédateurs, dont des mégalodons adultes, et d'avoir aussi des proies adaptées à leur taille. Fréquenter les rivages implique donc un autre fait. Fait numéro 6, on connaît son régime alimentaire.
Vous vous doutez qu'avec de telles dents, il se nourrissait pas de plancton, de méduses, de petits êtres comme des poissons ou des mollusques. Non, grandes dents, grand volume, grande proie. Chez les requins, c'est assez vérifiable ce genre de choses. Quelle preuve directe avons-nous pour le mégalodon? Eh bien, pas grand-chose, il faut le dire. On a quelques marques sur une mandibule de baleine ici, attribuées à une morsure de mégalodon, vu l'espacement entre les trous, mais encore une fois, ça peut être sujet à discussion. Et ici, ce n'est pas n'importe quelle baleine, c'est une baleine appartenant à la famille des cétothéridés, une baleine cétotère. C'est un groupe de baleines presque exclusivement d'eau chaude, presque disparu. La seule baleine cétotère encore vivante aujourd'hui, c'est la baleine pygmée, qui vit dans les eaux polaires du sud, absolument pas représentative du groupe. Mais les autres baleines cétotères, on le sait, comme le mégalodon, les mêmes gisements, les mêmes ensembles fossiles, donc le même environnement. On sait donc que le mégalodon se nourrissait de baleines atteignant au moins les 10 mètres de long. Concernant les jeunes, bien sûr que des proies aussi grosses que les adultes seraient improbables. La différence dentaire jeune-adulte sous-entend une différence dans l'alimentation. Les gabarits sont plus petits pour les jeunes, et un groupe fait très bien l'affaire, un groupe qui était en pleine expansion pendant le Miocène, les Siréniens, qui comprennent aujourd'hui les lamantins et les dugongs. Dugongs qui étaient extrêmement diversifiés, extrêmement nombreux au Miocène, dans les mêmes environnements, dans les mêmes gisements que le mégalodon. On n'a pas de preuves directes pour le moment, mais les traces de prédation sur les vertébrés sont extrêmement rares. Et il y a un dernier fait sur le mégalodon. Fait numéro 7. Maintenant vous savez que le mégalodon était une espèce de requin, vivant en surface des eaux tempérées chaudes à tropicales, fréquentant les rivages de ces contrées, s'alimentant de proies de taille moyenne, de dugong, à très grandes comme les baleines. Rien qu'avec ces données scientifiques, vous pouvez débunker tout seul comme des grands les arguments utilisés pour la survie du mégalodon. Le plus récurrent, c'est on a exploré que X% des océans. Je laisse le X parce que ce n'est pas une question de chiffre. Le chiffre dans le contexte du mégalodon, on s'en fout totalement. Qu'est-ce qui est compris dans les X% explorés? Le plus facile d'accès pour l'être humain, à savoir la surface, et en particulier les eaux tempérées chaudes à tropicales à cause du tourisme. Donc dans les X% explorés, on a la zone où devrait vivre le mégalodon, et personne ne l'a rencontré. Qu'est-ce que vous en déduisez alors? Sachant que tout ce qu'il mangeait, ses proies ont disparu, qu'est-ce que vous en déduisez alors? Sachant que les baleines restantes ont considérablement augmenté en taille depuis sa disparition, les 35 mètres de la baleine bleue n'ont jamais été atteints par un autre vertébré auparavant, qu'est-ce que vous en déduisez alors? Le mégalodon a disparu des océans. Et voilà le dernier fait à son sujet. Mais attention, la science n'est pas fermée, évidemment. Elle reste basée tout de même sur des faits irréfutable. La preuve irréfutable prouvant son existence moderne, c'est un cadavre frais de mégalodon avec les dents encore dans la bouche. Sans ça, considérez que le mégalodon a disparu de nos océans. Si vous maintenez le contraire, la charge de la preuve vous incombe. C'est à vous de fournir un argument, une preuve, un fait irréfutable. Et ça, c'est un point final à l'hypothèse de survie du mégalodon. La question qui peut se poser, effectivement, qu'est-ce qui a contribué à sa disparition? Et ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Cause numéro 1, un refroidissement global des océans. À la fin du Miocène et au cours du Pliocène, les océans ont tendance à se refroidir. Et ça, c'est l'étude des fossiles, des roches et compagnie qui nous l'apprennent. Qui dit refroidissement dit plus de glace au pôle, donc moins d'eau liquide présente dans les océans, donc une baisse du niveau marin. Baisse du niveau marin engendrant la fermeture du détroit du Panama, devenant un isthme. Ce fameux passage clé dans la migration des mégalodons d'Atlantique à Pacifique se ferme définitivement. Ce qui fait que les populations de mégalodons se sont retrouvées cloîtrées dans différents océans, avec des zones chaudes encore plus restreintes du nord au sud. Si nous, on n'a pas apprécié d'être confinés pendant plusieurs mois, le grand requin blanc n'apprécie pas d'être confiné dans un aquarium. Imaginez pour le mégalodon un plus grand requin qui a besoin d'un très grand espace de vie. Cette baisse du niveau marin a également engendré une disparition des zones de nurserie pour mégalodons. Les petits étaient exposés plus facilement au grand large beaucoup plus tôt, donc aux autres prédateurs, ce qui a certainement contribué à faire chuter leur population. Cette chute drastique mêlée à une remontée de la plaque africaine vers l'Europe va même causer la fermeture du détroit de Gibraltar à la fin du Miocène, provoquant un assèchement partiel de la Méditerranée pendant au moins plusieurs centaines de milliers d'années. C'est un moment qu'on a appelé la crise de salinité messinienne. Et encore, ce n'est pas la seule cause de disparition du mégalodon.
Cause numéro 2, la disparition des proies. Le mégalodon n'a pas été le seul à souffrir de ces changements qui se sont opérés très rapidement sur l'échelle des temps géologiques. Les baleines cétotères, à une exception près, vont disparaître elles aussi. Les seules autres baleines qui vont rester et qui vont se développer par la suite sont celles qui sont typiques des eaux froides. Petite pensée à Pelocetus mirabilis, parti trop tôt. Les siréniens aussi vont prendre cher pendant ce moment-là. Après ces changements, il ne reste plus qu'une seule espèce de dugong vivant dans l'océan Indien. 3 espèces de lamentins atlantiques qui peuvent également aller en eau douce, et il restera également la rythine de Steller qui a totalement disparu et qui vivait dans les eaux froides du nord. Petite pensée à Metaxterium medium, parti trop tôt. Et d'autres espèces ont disparu, parce que c'est le destin de toutes les espèces sur Terre qui voient le jour, c'est de disparaître un jour aussi. Petite pensée au foraminifère Pararotalia serrata, forme épineuse. Les 3 espèces que je vous ai citées ont disparu en même temps que le mégalodon. Est-ce que pour autant, il y a des hypothèses sur leur survie actuelle dans les océans et compagnie? Bien sûr que non. Si l'hypothèse pour le mégalodon existe, c'est juste parce que c'est un fantasme. La baleine Pelocetus mirabilis, on a déjà plein de baleines. Une baleine de plus, qu'est-ce qu'on en aurait à faire? Le sirénien Metaxterium medium, qu'est-ce qu'on en a à faire? On a déjà des siréniens dans les océans. Pararotalia serrata, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est une espèce qui est toute minuscule, et puis un foraminifère, c'est un groupe qui est pas du tout connu. Alors qu'un requin géant qui dévore des baleines, ça par contre, ça fait fantasmer. Donc l'hypothèse existe parce que c'est un fantasme. Pour quelques-uns d'entre vous, c'est même un rêve que j'ai du mal à comprendre vu le monstre que c'était, mais ok, pourquoi pas, chacun son rêve, y a pas de souci. Ces proies ayant disparu à la fois pour les jeunes comme pour les adultes, le mégalodon a eu moins de nourriture disponible. Mais ce n'est pas tout. Cause numéro 3, la concurrence avec d'autres prédateurs. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, même parmi les chercheurs en paléontologie dans le domaine, la concurrence a toujours été présente pour le mégalodon. Au Miocène, par exemple, on avait le Léviathan, un cachalot énorme, ainsi que des requins blancs, aussi grands que l'actuel, comme Carcharodon astalis. Comment la concurrence a pu contribuer à la chute de ce prédateur, sachant qu'elle existait déjà à son époque? Diminuez le nombre de proies, faites-en disparaître certaines, et le mégalodon doit se rabattre sur celles de ses concurrents. Sauf qu'au Pliocène, il y a 2 prédateurs qui vont venir remplacer les précédents. Le requin blanc de l'époque, Carcharodon astalis, va être remplacé par Carcharodon carchareas, le grand requin blanc actuel, et le Léviathan malveillii va être remplacé par l'orque Orcinus orca. Et ces 2 espèces apparues courant Pliocène peuvent aller en eau froide, en tout cas plus en eau froide que le mégalodon. Le mégalodon est bloqué, donc quand les proies partent en migration vers les eaux froides, il ne peut pas les suivre, tandis que ses concurrents le peuvent. Et quand les proies sont ici dans sa zone de vie, les concurrents sont également là, et donc ils doivent se partager un peu plus de bouffe. Et ce sont les 3 causes de disparition du mégalodon que vous pouvez retenir. Et malgré ça, il y a des questions récurrentes à son sujet. Question récurrente 1. Aurait-il pu s'adapter à un environnement plus froid? Il y a très peu de chances. Le mégalodon appartient à une famille de requins, les Otodontidés, dont il a été le dernier représentant, et cette famille remonte jusqu'au Crétacé, à l'époque même des dinosaures non aviens. Et à cette époque, ils sont d'ores et déjà affublés aux eaux chaudes. Et ça a toujours été le cas pendant leur lignée. Les Otodontidés sont des requins typiques d'eau chaude. Ils se sont spécialisés dans ce type de milieu. Et quand le milieu change brutalement, alors brutalement on parle en milliers d'années, c'est brutal pour les espèces trop spécialisées et atteintes de gigantisme comme le mégalodon disparaissent sans avoir le temps de s'adapter. Et ça s'est déjà vérifié. C'est d'autant plus flagrant pour la mégafaune, les grands animaux où la gestation est longue, avec peu de petits par portée, avec une croissance qui est lente, avec une mortalité avant maturité qui est très importante, et avec peu de variabilité génétique, c'est-à-dire peu de mutations, peu de sélection possible. Et là, je simplifie un maximum pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe dans le monde animal. Pendant la période de vie de l'espèce du mégalodon, sur les millions d'années, il y a peut-être eu quelques individus, ici et là, très très rares, peut-être un tous les 100 000 ans, je ne sais pas, qui a pu aller en eau un peu plus froide que les autres. Mais comme ils sont en eau froide et qu'ils ne rencontrent pas d'individus qui vont beaucoup dans ces eaux-là, la reproduction n'est pas possible. Donc ils n'ont pas pu être naturellement sélectionnés, naturellement se reproduire avec beaucoup d'individus, beaucoup de machins, pour pouvoir transmettre leurs gènes de résistance au froid. Les grandes espèces très spécialisées disparaissent. Regardez le mammouth laineux qui a disparu, regardez les sauropodes, regardez les mosasaures. Ils ont tous disparu principalement à cause du milieu de vie qui a changé brutalement. Il en va donc de même pour le mégalodon. Et malgré ça, il y a une autre question qui survient.
Question récurrente numéro 2. Aurait-il pu s'adapter pour vivre en milieu très profond? Ça revient au même que la question précédente, en même encore plus what the fuck. Désolé de le dire, c'est encore plus compliqué que de rester en surface en eau froide. Déjà, faut se poser la question, pourquoi irait-il en profondeur? Il fait plus froid qu'en surface, les proies y sont beaucoup plus rares et beaucoup plus petites, l'oxygène est moins présent, la luminosité est quasi nulle, et la pression est très importante. Rien qu'à énoncer ça, vous imaginez tous les changements, toutes les mutations génétiques qu'il faudrait pour arriver à vivre dans la fosse des Mariannes ou même juste à 4000 mètres de profondeur. C'est impossible en si peu de temps. Donc un mégalodon dans les zones très profondes, non. Il n'aurait même pas de quoi manger quoi qu'il arrive. Un petit mot de la fin pour ceux qui me maintiendront encore malgré ça que le mégalodon existe toujours sans pour autant apporter les preuves. Que vous soyez dans le déni, c'est vous que ça regarde. Si vous continuez de le maintenir sans arguments, sans preuves, sans rien du tout, c'est vous que ça regarde en fait finalement. Les arguments ont été débunkés par mes soins notamment sur TikTok et sur YouTube. Si vous y croyez pas, je peux plus rien pour vous, la science ne peut plus rien pour vous. Et donc vous ne serez plus dans une démarche scientifique où vous cherchez à trouver des faits pour étayer vos dires, vous êtes dans une démarche de foi, de croyance. Pour moi, vous êtes au même niveau que les gens qui pensent que la Terre est plate ou qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Et j'avoue ne pas comprendre votre fantasme. De croire à tout prix qu'il est encore vivant dans les océans, je ne le comprends pas. Alors qu'on a des animaux tout aussi incroyables dans nos océans. Le requin-baleine, aussi grand, voire peut-être plus grand que le mégalodon. Le record des tailles des requins-baleines dans la littérature scientifique, c'est de 20 mètres. La baleine bleue, le plus grand vertébré qui ait jamais existé, avec ses 35 mètres. Même sans chercher dans le gigantisme, il y a des tas de bestioles qui sont mignonnes. Les crabonteux, tout mignons. Les comatules avec leur danse hypnotique. Les océans sont déjà extrêmement riches. Et je pense que les requins que nous avons, plus de 500 espèces actuelles, rien qu'eux, c'est déjà très bien. Ils méritent votre intérêt autant que l'intérêt que vous portez pour le mégalodon. Et surtout, ils méritent aussi votre protection, vu ce qu'on leur fait subir. Pour moi, fantasmer sur un requin qui a disparu des océans, c'est bien, mais c'est un peu faire la politique de l'autruche par rapport aux espèces actuelles. C'est dommage parce qu'il y a des tas d'espèces actuelles qui vont disparaître à cause de nous, et ils nourrissent pas le fantasme, donc on s'en fout. Ah non, mais on veut le mégalodon encore vivant, et c'est vraiment dommage. Mon plus grand rêve, ce n'est pas de voir un mégalodon vivant encore aujourd'hui, etc. Même si j'avoue que je ne dirais pas non. Non, mon plus grand rêve, c'est de me retrouver un jour face à un requin-baleine dans son milieu naturel. Et j'espère qu'un jour, ce rêve se réalisera, je l'espère. Il n'est pas irréalisable en tout cas. Si votre rêve c'est de voir un mégalodon vivant, attendez-vous à ce que votre rêve ne se réalise jamais. Désolé de vous le dire. Si vous avez encore des questions sur le mégalodon, son environnement de vie, tout ça, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à partager mon compte TikTok, YouTube et mes vidéos pour les gens qui penseraient encore que le mégalodon est encore vivant.